Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo consacrée à Nemesis Lockdown. La première, vous la trouverez ici, elle traitait de l'unboxing, donc le matériel un peu plus en détail. Aujourd'hui, on va parler du jeu en lui-même. Il faut savoir déjà que Nemesis se passe sur la planète Mars peu après les événements du premier jeu. Dans le premier, vous étiez donc un membre de l'équipage du Nemesis et vous vous retrouviez envahi par des intrus, donc des entités extraterrestres qui étaient là pour vous massacrer. Il fallait donc survivre tout en accomplissant des objectifs en aidant ou pas certains membres, autres membres de l'équipage incarnés par les autres joueurs. Ici, le Nemesis s'est écrasé sur la planète Mars et les survivants de son équipage donc se retrouvent mis à l'isolement en compagnie donc d'autres membres de la base martienne et vous allez pouvoir incarner soit un membre de la base, soit un ancien survivant donc du Nemesis. Le but est le même, accomplir un objectif et réussir à s'échapper pour pouvoir remporter la partie en survivant bien évidemment. Donc dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les règles complètes de ce Nemesis. Donc on va parler des règles, même celles qui sont en commun avec le premier jeu, et je vais vous parler évidemment des nouveautés apportées par Nemesis Lockdown, et en fin de vidéo, je vous donnerai mes impressions sur mes premières parties. On voit ça tout de suite. Donc le voici ce plateau de Nemesis Lockdown. Donc j'ai effectué la mise en place du premier plateau, donc le plateau qui est le plus représenté dans cette règle, donc celui qui est recommandé pour jouer en semi-coopératif la première fois que vous jouez donc à Nemesis, parce que oui, il y a un mode coopératif et il y a un mode solo donc là, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc si vous êtes néophyte dans Nemesis, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne quand même. Évidemment, si vous avez déjà joué Nemesis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce qui se faisait dans le tout premier Nemesis. Donc déjà, vous placez le plateau donc sur la table, évidemment, vous mélangez les tuiles en fonction du numéro. Donc là, on a un numéro 1, ici un numéro 2. Vous mélangez ces tuiles-là entre elles, donc dans leurs paquets respectifs, et vous les placez donc au hasard sur le plateau. Les seules restrictions, c'est qu'ici, vous allez avoir donc le dépôt qui est forcément ici la chambre d'isolement, et là, la génératrice de secours. Et ensuite, donc, vous placez les tuiles 2 sur les cases 2 et les tuiles 1 évidemment sur les cases 1. Tout comme dans le premier Nemesis, les cases 1 ce sont les salles 1, donc ce sont des salles que vous allez retrouver systématiquement dans chaque partie, vous les placez toutes sur le plateau, tandis que les salles 2, donc qui ont des effets généralement un peu plus puissants, sont des salles qui parfois ne vont pas se retrouver sur le plateau, puisqu'il y en a certaines qui vont être placées dans la boîte, puisque vous n'avez pas des emplacements pour toutes. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a ici donc une salle qui permet de lancer la procédure d'alerte, donc qui est une salle en dur, et vous avez des salles, des cages d'escalier qui se retrouvent entre les ascenseurs, qui sont des salles vides, mais par lesquelles on pourra passer si jamais on ne souhaite pas, ou si on ne peut pas utiliser l'ascenseur, et donc évidemment l'ascenseur qui se trouve ici, qui se place à l'extrémité sur la salle 02, donc cet ascenseur-là qui va vous permettre de voyager de haut en bas dans cette base donc martienne de Nemesis Lockdown, parce qu'ici ça se passe donc sur Mars. Qu'est-ce qu'il faut voir d'autre lors de la mise en place? Évidemment, vous placez les jetons exploration sur le plateau. Attention à ne pas confondre avec le jeton exploration surface de Mars, qui sont ces jetons-là qui servent au plateau qu'il y a au verso de celui-ci. Ça, on le verra à la fin de la vidéo. Donc vous placez ces jetons-là, vous placez les salles. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut placer donc ces jetons de courant qui sont des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités apportées par Nemesis Lockdown. Vous les mélangez et vous les placez au hasard sur les 4 emplacements, donc les 3 emplacements des secteurs plus l'emplacement de l'ascenseur. Vous les placez au hasard. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, mais en soi, vous mélangez, vous les placez. Et ensuite, vous retournez face bleue, donc courant disponible, les tuiles 1 et 2, et face rouge, les tuiles 3 et 4. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir placer ce petit jeton, c'est le jeton de contour avec une partie courant, source non rétablie et source rétablie. Vous le placez sur le 15, donc le premier tour, bien évidemment. Vous allez placer des jetons SAF, donc ces services automatisés de fret, donc vous allez les mélanger et vous allez tous les placer sauf un sur les emplacements indiqués, donc en dessous de certains tours. Le dernier évidemment est remis dans la boîte, donc ça se fait au hasard. Et enfin vous avez les symboles, les jetons de contingence qui sont ces jetons rouges là. Vous les prenez tous, vous en placez un au bout de la piste, vous placez tout le reste ici donc sur le pool neutre et chaque joueur va en piocher un, sauf lorsque l'on joue à 2 ou en solo. Dans ce cas-là, vous en prenez 2. Donc là, j'ai fait une mise en place solo. En soi, ça change vraiment pas grand-chose par rapport à la mise en place.
Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous placez également ici, donc on a l'astromobile qui se place ici sur ce sas de sortie là. Vous avez la grande porte ici qui est placée, donc la grande porte fermée qui est placée devant ce qu'on appellera le bunker. Ici, vous avez les cartes d'action d'ordinateur qui est placée, donc vous mélangez le deck, vous sortez une carte et vous la placez ici. Vous allez devoir établir le sachet de jetons Nemesis. Donc là, c'est un sachet qui va comprendre un medley de jetons de ce que vous avez et tous les jetons à placer sont indiqués dans la notice. Ça va dépendre aussi du nombre de joueurs. Donc vous placez également le plateau laboratoire. Donc le plateau laboratoire, lui, vient remplacer le plateau intrus du premier jeu pour ceux qui ont connu Nemesis. Vous le placez à côté, et dessus vous placez 5 œufs pour signifier, donc ce sont les œufs qui se trouvent dans le nid des rôdeurs nocturnes. Dans ce jeu, ce sont des rôdeurs nocturnes et non plus des intrus. Et chaque joueur va devoir placer son jeton connaissance en fonction du nombre de connaissances qu'il aura dès le début de la partie, donc ça sera entre 1 et 3. Je vais y revenir juste après lors de la sélection des personnages. En dessous de ce plateau, vous allez devoir piocher au hasard dans le paquet des points faibles de rôdeurs nocturnes 3 cartes. Et de gauche à droite, vous les placez, et la première, vous la retournez, elle est déjà lisible pour tous les joueurs, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a dans le premier Nemesis, mais il y a quand même une petite subtilité. Vous mélangez également tous les paquets objets, donc séparément, vous les mélangez, vous les placez à côté du plateau, ils seront accessibles à tous les joueurs lorsqu'ils décideront de fouiller dans un lieu. Vous préparez également tous les paquets contamination, les actions d'ordinateur, ils restent là, les blessures graves, les attaques de rôdeurs nocturnes, les événements, et puis évidemment tous les jetons nécessaires. Lorsque vous allez commencer à jouer, donc lorsque vous allez jouer lorsque vous allez sélectionner votre personnage, il va falloir mélanger ce paquet rôle et piocher 2 cartes et choisir un personnage parmi les deux. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien du coup déjà par rapport au premier Nemesis, il n'y a pas seulement le nom, ici il y a en plus les objets de départ, les objets de quête, le rôle alternatif, etc. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous piochez 2, par exemple, admettons que j'en ai pioché 2 et j'ai choisi le hacker, je prends, ok, le hacker, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ma salle de départ c'est le dépôt, parce que oui, dans ce jeu-là, contrairement au premier, vous ne commencez pas tous au même endroit, pas forcément en tout cas. Les connaissances de départ, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est le jeton de connaissance, donc lui par exemple, son connaissance de départ c'est 1, donc on place son jeton 1, côté fiole vide, il y a un côté fiole pleine, côté fiole vide, donc on le place sur le jeton 1. On a l'objet de départ, donc là c'est le pistolet intelligent, donc c'est celui-ci. Le pistolet intelligent, c'est indiqué ici, il peut accueillir jusqu'à 3 munitions, donc on le remplit de 3 munitions, donc les 3 petits jetons rouges que l'on place directement dessus pour dire qu'on a déjà ces munitions-là. Et les objets de quête, donc ce sont ces objets-là, ce sont des objets qu'on va pouvoir débloquer dans un certain lieu de la base. Pour ça, vous le placez donc face cachée, vous avez le droit de le consulter, donc là ce sont les codes secrets pour le hacker, mais il est face cachée tant que vous ne l'avez pas débloqué, donc vous le placez à côté de votre plateau. Et vous allez aussi devoir piocher donc 2 objectifs, donc ici j'ai pris les objectifs solo, mais si vous jouez à plusieurs, vous avez des objectifs classiques. Donc dans les objectifs, vous avez un paquet corporation et un paquet objectif personnel, vous en piochez un au hasard dans chacun des 2 paquets, vous vous retrouvez donc avec 2 objectifs, vous les prenez et vous les mettez de côté, et ensuite donc la dernière chose à savoir concernant les personnages, c'est qu'il est possible de jouer avec les personnages de la première boîte de Nemesis, également de son extension, donc Aftermath, et c'est indiqué ici les rôles alternatifs, c'est-à-dire que si vous décidez de jouer avec un personnage des boîtes précédentes, il remplacera forcément un personnage de cette boîte-là. Donc par exemple ici, le pilote de la première boîte remplacera le hacker, donc il ne sera pas possible d'avoir et le pilote et le hacker dans la même partie, et ça fonctionne ainsi pour tous les personnages. Voilà ce qu'il fallait savoir pour la mise en place. Maintenant, évidemment, je vais vous parler du jeu en lui-même. Alors, si vous n'avez jamais joué à Nemesis, il faut savoir, donc comme je vous le disais, qu'il y a plusieurs modes de jeu, mais celui qui est surtout recommandé, c'est le mode semi-compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simplement que lorsque vous allez vous déplacer sur la base, vous allez en effet, si vous vous déplacez ensemble par exemple, générer moins de bruit, donc peut-être vous entraider, et certaines actions de salle vont pouvoir permettre d'aider d'autres personnages qui se retrouveraient dans des situations un petit peu compliquées, comme des salles qui pourraient déclencher un système pour faire fuir les ennemis dans une salle où se trouverait par exemple l'un de nos adversaires. Mais également, vous avez des salles qui vont pouvoir aussi influer de manière négative sur vos adversaires en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, il ne va pas falloir que la station parte donc à volo. Si jamais la station se retrouve avec trop de salles en panne ou trop d'incendies dans la base et qu'il faut en rajouter, eh bien la base explose et donc tout le monde a perdu, d'où la notion semi-coopérative. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois certains objectifs vont aller en contradiction donc avec d'autres objectifs, et il y en a même certains qui vont demander à ce que
tel joueur ne survive pas. Mais dans ce jeu-là, vous n'avez pas le droit d'attaquer directement vos adversaires, donc il va falloir user un peu de ruse pour pouvoir faire en sorte que vos adversaires se retrouvent dans une situation délicate, quitte à se faire embrocher par un rôdeur nocturne. Voilà, donc le but du jeu, quel est-il? Il est donc premièrement d'accomplir son objectif et deuxièmement de survivre. Pour accomplir un objectif, c'est très simple, c'est noté dessus. Par exemple, si je prends mes objectifs solo que j'ai là, on va me demander activer la procédure d'alerte. J'active la procédure d'alerte, je m'échappe, et ensuite on aura tout un tas de choses à vérifier pour voir si on est encore en vie. Parce qu'une fois que vous êtes échappé, vous n'êtes pas forcément gagné. Et par exemple, on a un autre objectif ici, précieux échantillon, qui me dit vous devez finir la partie dans une nacelle SAF, donc c'est une nacelle d'évacuation, ou dans la chambre d'isolement qui est ici, avec un œuf d'intrus sur moi, donc en gros je pars avec un œuf. Voilà, donc ça, il faut accomplir l'objectif et survivre. Lorsque l'on a accompli son objectif, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir donc s'échapper. Il y a plusieurs manières de s'échapper, il y en a même 3. Vous avez la première manière de s'échapper qui est la chambre d'isolement. Lorsque le marqueur de contour arrive en 8, donc à l'origine vous placez la salle comme ça, lorsqu'elle arrive en 8, donc à partir de la zone blanche, cette salle devient disponible, et donc si quelqu'un se retrouve dans la salle et utilise l'action de la salle, il va pouvoir rentrer dans cette chambre à condition qu'il n'y ait pas d'intrus qui arrive juste avant. Donc d'intrus, de rôdeurs nocturnes. Les intrus, c'était les ennemis du premier Nemesis. C'est la première manière de s'échapper. La deuxième manière de s'échapper va être d'utiliser le service automatisé de fret. Donc là, c'est un petit peu différent. Si vous avez joué au premier, il y avait des nacelles de secours qui vous permettaient de rentrer dedans, mais à condition que les nacelles étaient déverrouillées. Les nacelles, elles se déverrouillaient lorsqu'un joueur était décédé pendant le jeu, ou lorsque vous aviez la clé qui correspondait pour pouvoir le déverrouiller, ou alors une salle spécifique qui permettait de déverrouiller toutes les navettes. Donc là, si vous rentrez dans une salle avec un système automatique de fret et que le contour est au-dessus d'un de ces petits symboles-là, vous allez pouvoir réaliser l'action et vous dire « Ok, je rentre dans le système automatisé de fret, hop, je le place ici, je suis en A, en A. » À la fin du tour, on va vérifier qu'est-ce qui est noté sur le symbole. Ici, on dit « Ok, tous ceux qui sont en A peuvent partir, et donc vous avez fini la partie, vous vous êtes échappé. » Par contre, il y a certains autres symboles qui sont bien moins cléments, qui vous disent par exemple aucun départ, ou qui vous donneront des départs dans d'autres systèmes automatisés, donc le fret B ou le fret C, et si jamais vous ne réussissez pas à vous s'échapper, vous allez subir une blessure grave. Donc ça, c'est la deuxième manière de s'échapper, et la dernière manière, c'est de se retrouver dans la salle avec l'astromobile et de pouvoir entrer dedans à condition que la porte ait déjà été ouverte, auquel cas l'astromobile vous emmène au bunker et vous vous êtes échappé. Pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut qu'il y ait soit eu déjà un mort parmi les personnages joueurs, soit qu'il y ait eu la séquence d'autodestruction qui ait été lancée et qui est plus arrêtable, donc auquel cas le bunker est ouvert et vous pouvez y rentrer, également à condition que l'astromobile soit ici. Si quelqu'un s'est déjà échappé, l'astromobile va se retrouver là-bas, il va falloir trouver un moyen de la ramener, soit par des actions d'ordinateur, soit par des actions d'une salle spécifique. Voilà, donc on accomplit l'objectif, on survit, et donc on s'échappe par l'un des 3 biais qui est proposé. Maintenant, on va revenir sur le fonctionnement d'un tour en général. Donc sur votre petite planche de personnage, ici, que vous avez pris lorsque vous avez sélectionné votre personnage, sont résumées les actions que vous allez pouvoir faire pendant un tour. Il faut savoir que dans un tour, vous allez pouvoir accomplir 2 actions. Une action de base, donc ces actions de base vous coûtent 1. Ces symboles-là, ça veut dire le nombre de cartes que vous allez devoir dépenser. Donc quand vous commencez votre tour, vous avez 5 cartes dans la main. Ces cartes, soit vous les utilisez comme monnaie d'échange pour réaliser des actions, donc ici on me dit il faut que je consomme une carte, donc peu importe la carte, vous la consommez et vous faites l'action, soit vous utilisez ces cartes pour les effets qui sont indiqués. Par exemple ici, ça ne me coûte aucune carte supplémentaire hormis celle-ci, et je peux fouiller la zone où je me trouve. Donc lorsqu'on souhaite faire une action, par exemple ici on souhaite faire un déplacement, je vais devoir dépenser une carte, donc je jette une carte tout simplement. Donc normalement je le fais à côté de mon plateau, mais là je vous montre le plateau, donc voilà. Et je vais pouvoir me déplacer d'une salle A à une salle B en passant par un couloir. Lorsque je le fais, par exemple si je décide de me déplacer ici, je vais retourner
la salle et le jeton d'exploration, et je vais accomplir l'effet du jeton d'exploration. Par exemple, cette croix-là, c'est un silence. Donc, le silence, c'est-à-dire que vous ne lancez pas le dé de bruit, sauf si jamais vous avez subi du slime, donc il y a des effets qui vous recouvrent de slime, auquel cas, dans ce cas-là, c'est un symbole de danger, donc vous mettez du bruit partout. Vous avez des symboles qui vous demandent qui vous recouvrent de slime, comme celui-ci. Vous en avez qui ferment les portes, donc directement derrière vous, donc qui peut empêcher la progression d'autres joueurs ou des rôdeurs nocturnes. Vous avez des symboles qui vous dit que la salle est hors service, donc on met un symbole un token de symbole hors service. Alors je dois les avoir, ils sont par ici, voilà. Donc vous placez un de ces tokens là pour dire que la salle est hors service, et vous en avez pas mal d'autres. Donc là c'est encore des pannes, là les symboles de danger. Donc symbole de danger, ça veut dire qu'il y a du bruit tout autour, sauf si jamais il y a un rôdeur nocturne dans une salle adjacente, il vous a entendu, donc il rentre et il commence à vous attaquer. Et vous en avez certains, j'arrive pas à retrouver, qui vont vous demander, voilà, de placer du feu. Donc vous prenez le feu et vous le placez. Voilà ce qu'il faut savoir sur les jetons d'exploration. Et donc une fois que vous êtes arrivé, sauf si vous faites le silence, il va falloir lancer un dé de bruit qui est ce dé noir. Vous le lancez, si vous faites 1, 2, 3 ou 4, vous placez un jeton de bruit dans le couloir ou conduit correspondant. Par exemple, si je fais un bruit en 3, je place un jeton de bruit ici. Parfois, vous avez des conduits symbolisés par un point rouge comme ça. Donc si vous faites du bruit dans un conduit, vous le placez dans le symbole de conduit ici, et si jamais quelqu'un d'autre fait un bruit dans un conduit n'importe où ailleurs, eh bien ça générera un intrus. Parce que oui, si jamais vous deviez placer un jeton de bruit là où il y en avait déjà, eh bien dans ce cas-là, alors admettons que je sois comme ça, que j'ai fait 3, ok, il y a déjà un jeton, qu'est-ce qui se passe? On retire tous les jetons liés à la salle, y compris le conduit, et on va piocher dans le sachet des intrus, dans le sachet des rôdeurs nocturnes, pour savoir quel est l'ennemi qui va arriver et qui va donc essayer de nous attaquer. Voilà, donc là vous lancez le dé de bruit et vous savez où est-ce que vous faites du bruit. Donc là on a vu pour l'action de déplacement. Vous allez pouvoir utiliser une carte pour tirer sur des ennemis. Donc quand on tire sur des ennemis, on va lancer des dés pour faire des dégâts, et en fonction des dégâts qu'on fait, on va les inscrire donc sur des roues. Alors ça c'est une nouveauté par rapport au premier jeu. C'est que dans cette boîte-là, vous avez des roues de dégâts, alors que le premier jeu, il avait des cubes on utilisait les cubes rouges, les mêmes cubes que pour les munitions. C'était pas très pratique lorsqu'il se déplaçait. Donc ici, vous avez un petit compte dégâts qui est plutôt très pratique. Donc ça, vous dépensez une carte pour pouvoir tirer. Donc ensuite, vous allez pouvoir ramasser des corps lourds. Donc si vous retrouvez par exemple un œuf ou une carcasse d'un truc que vous avez éliminé, ou même le cadavre d'un de vos anciens coéquipiers, vous allez pouvoir dépenser une carte pour pouvoir le ramasser et le placer dans main gauche ou main droite. Donc attention, si vous avez déjà des objets lourds symbolisés par cette petite anse ici, vous n'allez pas pouvoir en prendre plus que 2, donc il va falloir abandonner quelque chose. Vous allez donc également pouvoir dépenser une carte pour pouvoir échanger avec vos adversaires, enfin coéquipiers adversaires que vous avez sur la même salle que vous échangez des objets de cette manière-là. Vous allez pouvoir crafter des objets, donc ça c'est pareil que le premier évidemment, vous avez des objets qui sont craftables, donc pour les crafter il faut utiliser d'autres objets avec des ingrédients qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc par exemple ici, si on veut fabriquer un pistolet, il faut ce symbole de pile avec un symbole de tournevis, et ces symboles ils sont indiqués au-dessus. Donc si vous avez les deux, vous allez pouvoir, donc évidemment j'en ai pas dans ce paquet là, si vous avez les deux, vous allez pouvoir utiliser une carte pour accomplir une action fabriquée et récupérer l'objet directement dans le paquet des objets à crafter. Les recettes de craft sont sur les aides de jeu, donc ils sont que vous allez pouvoir distribuer en début de partie. Donc je sais plus, hop, elles sont là. Donc vous allez pouvoir avoir toutes les recettes qui se trouvent ici. Voilà, vous avez toutes les recettes ici. Et ensuite, dernière chose, donc dans les actions de base, vous allez pouvoir dépenser 2 cartes pour effectuer un déplacement vigilant, c'est-à-dire que c'est la même chose que le déplacement, sauf que vous ne lancez pas le dé de bruit, vous placez simplement le bruit où vous le souhaitez, dans un endroit où il n'y en a pas. Voilà pour les actions standards, et donc concernant les actions donc avec vos propres cartes, là il suffira simplement de regarder ce qu'il y a sur les cartes pour pouvoir accomplir les effets. Donc quand on va fouiller, par exemple ici quand on place, j'ai retourné le jeton tout à l'heure, voilà, ce jeton là il me dit il y a 2 objets dans cette salle, donc là il y a le 2, il y a le petit symbole des objets, on met le 2 en face, hop, lorsque l'on fouille, qu'est-ce qu'on fait? On pioche une carte du paquet correspondant à la salle, donc là c'est le paquet jaune, le paquet des objets de maintenance. On prend un objet, donc hop, on tourne le cadran comme ceci, on a le 1 en face de l'objet, et on va piocher 2 cartes dans le paquet, on en sélectionne un, que l'on place donc devant nous, et on cache l'autre objet en dessous la pioche, et voilà comment on fouille. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein. Vous avez des actions qui vont vous permettre d'utiliser, de réparer les salles, d'autres qui permettront d'éteindre
les feux, vous avez des actions qui permettront d'interrompre vos adversaires, de détruire des portes, enfin vous avez toute une multitude d'actions réalisables. La nouveauté qu'il y a en plus par rapport au premier Nemesis, c'est que vous allez pouvoir utiliser des actions d'ordinateur, donc en fonction de si vous vous retrouvez dans une salle avec un ordinateur ou non, donc ces salles avec un ordinateur sont symbolisées par ce symbole d'ordinateur ici, vous allez pouvoir utiliser, dépenser une carte, comme indiqué ici, pour accomplir l'une des 3 actions ici. Donc ces cartes sont tirées au hasard au début de partie. Par exemple, vous pouvez consulter un jeton SAF pour savoir quelle capsule va décoller, déplacer l'astromobile pour l'avancer et la reculer, ouvrir ou fermer les portes de votre choix. Et une fois que vous avez fait ça, vous la replacez sous la pioche et vous en piochez une nouvelle que vous mettez à la place, donc les actions vont changer. Voilà pour l'utilisation entre guillemets de base de déplacement et de ce que l'on va faire donc lorsque l'on va jouer donc notre tour. Mais lorsque l'on a fait donc nos 2 actions, ça passe au joueur d'après et ça revient à nous. Et lorsque tout le monde a passé, parce qu'au bout d'un moment vous n'aurez plus de carte en main ou vous voudrez en conserver, lorsque l'on va passer, il va falloir donc accomplir la phase d'événement, donc qui est la phase où en gros les ennemis vont faire leur petite affaire. Et donc là il y a des nouveautés par rapport à cette phase d'événement. Donc c'est les phases où vous allez déclencher les événements, et les événements donc des ennemis, les attaques des ennemis s'il y en a, les dégâts du feu contre les ennemis s'ils sont dans une salle avec du feu, et vous allez éventuellement résoudre un effet qui va vous demander soit de jeter du bruit, soit de rajouter des jetons dans le sachet, etc. Mais ça j'y reviendrai après. Maintenant je vais vous parler des nouveautés qu'il y a donc sur Nemesis Lockdown vis-à-vis du premier Nemesis, pour ceux qui ont donc joué au premier Nemesis. Vous avez vu que déjà dans le fonctionnement on est globalement sur la même chose. Je dirais qu'on est à entre 70 et 80% sur la même fonctionnalité que le premier Nemesis. Les nouveautés apportées donc sont les suivantes. Vous allez déjà avoir le courant. Donc ça on a placé des jetons de courant au début de la partie. À quoi servent ces jetons de courant? Eh bien ils ont 2 utilités. La première c'est que lorsque vous avez du courant dans une salle, lorsque vous passez à la phase d'événement, vous allez pouvoir retirer du bruit sur les couloirs où vous n'êtes pas, qui ne sont pas adjacents à vous. Donc ça c'est une nouveauté, avant on ne retirait pas le bruit de cette manière-là. La seule manière de retirer, le bruit, excusez-moi, c'était de faire apparaître un ennemi. Donc là vous allez retirer le bruit des salles qui ne sont connectées à aucun joueur à partir du moment où il y a du jus dans le secteur. Donc il y a un secteur 1 ici, un secteur 2 ici, et un secteur 3 ici. Donc ici les couloirs sont en bleu, les couloirs sont en jaune, et les couloirs sont en rouge. La deuxième utilité donc de ces jetons de courant, c'est que lorsque vous vous retrouverez à vous battre dans une section, où il y a des adversaires, enfin où il y a des adversaires évidemment, mais il y a des adversaires et qu'il y a du courant, vous allez utiliser le dé bleu qui est plus avantageux que le dé rouge. Le dé rouge donc on l'utilisera lorsque l'on sera dans une salle dans le noir. Le dé rouge, c'est le même que vous aviez dans le premier Nemesis. Donc vous avez un symbole vierge, un symbole qui permet de toucher donc les ennemis qui sont les larves et ceux qui sont au-dessus. Alors c'était les chromosomes dans le premier, là je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est le deuxième ennemi après les larves. Celui-ci permettait de toucher les 2 précédents plus les adultes. Et après vous avez ça qui permet de faire un dégât à n'importe qui, et ça qui permettait d'en faire 2. Lorsque vous êtes dans une salle où il y a donc du courant, vous allez utiliser ce jeton-là, donc il y a un vierge qui a les mêmes symboles ici, mais par contre vous avez ici un symbole, une touche, mais si vous avez une touche, si vous dépensez une carte, ici une touche plus une si vous dépensez une carte, et ici 2 touches. Donc ici vous avez plus de chances de faire des touches qui touchent tout le monde en gros. Parce que vous voyez bien, et donc forcément vous attaquez un petit peu mieux. Troisième fonctionnalité, c'est que le courant, s'il est dans l'ascenseur, vous permettra de l'utiliser. Donc dans le Nemesis, le premier, il n'y avait pas d'ascenseur, puisqu'on était dans un vaisseau, donc c'était à plat, entre guillemets. Ici, donc on a des secteurs, donc le plus profondément dans le sol, c'est celui-ci, et donc vous remontez jusqu'au secteur 0,1. Lorsqu'il y a du jus dans l'ascenseur, il est utilisable, donc vous allez pouvoir, si vous êtes dans une section d'appel d'ascenseur, donc celle-ci, celle-ci ou celle-ci, vous allez pouvoir dépenser une carte pour le faire venir, et une autre carte pour pouvoir y rentrer et vous déplacer où vous voulez. Voilà ce qui vous permet de vous déplacer plus rapidement, parce que si vous passez par les cages d'escalier, il va falloir donc dépenser une carte pour aller jusque là, vous allez faire du bruit, vous vous retrouvez dans le noir, ici il n'y a pas de lumière, vous êtes forcément dans le noir, donc si vous vous retrouvez avec un ennemi, vous devez vous battre dans le noir, et il va falloir redépenser une carte pour pouvoir aller jusqu'ici, et donc forcément vous dépensez plus de cartes, et vous êtes en plus à risque puisque vous passez par une section en noir.
Un dernier effet lié au courant, c'est les effets liés à l'apparition des ennemis. Parce que lorsque vous allez faire apparaître un ennemi, par exemple vous faites du bruit 2 fois au même endroit, il va falloir piocher en sachet, vous sortez un jeton, et il va falloir, donc comme dans le premier Nemesis, vérifier le nombre de cartes que vous avez en main pour savoir si vous subissez une attaque surprise ou non. Donc pour ça, vous retourniez le jeton, et il y avait un chiffre, et vous consultiez le chiffre, et vous vous disiez, bah, si vous avez moins de temps de cartes, et ben vous subissez une attaque surprise. Là, il y a 2 chiffres, simplement un si jamais la salle est non alimentée, et un si la salle est alimentée, donc qui est plus favorable évidemment. Donc si ici par exemple il n'y a pas d'alimentation et que j'ai moins de 4 cartes en main, et bien je subis une attaque surprise par l'adulte que je viens de générer. Si par contre la salle est alimentée, ce sera à moins de 3 cartes que je subirai une attaque surprise. Ensuite, donc, je vous ai déjà parlé des sections automatisées de fret qui vous permettent de vous échapper, donc ça on va pas y revenir. Vis-à-vis du courant, on a cette partie-là. Donc, le courant, déjà, il est géré par cette génératrice de secours. Vous avez également une génératrice dans les salles 2, mais qui n'est pas forcément là. La génératrice de secours, par contre, lorsque vous allez y aller, va vous permettre de switcher le courant et éventuellement d'intervertir des jetons, parce que vous n'allez pas remettre le courant partout. Vous allez intervertir les jetons, par exemple, vous dites, bah, moi je suis dans le secteur 3, où j'ai envie d'utiliser l'ascenseur, et là l'ascenseur, bah mince, il est en panne, hop, vous allez pouvoir switcher de cette manière-là, et puis bah moi je suis dans le secteur 3, tiens, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà, comme ça j'ai du jus chez moi, et c'est parfait. En plus de ça, vous allez retourner ce jeton-là pour dire que vous avez activé la source de courant. Qu'il a une utilité, hormis le contour, c'est que lorsqu'il va être sur sa face, donc à l'origine il est sur sa face source inactive, c'est-à-dire qu'on n'a pas activé la génératrice de secours, lorsque vous allez passer, en fait, ces symboles, donc là sur le plateau on a des symboles, des barres rouges, avec ce même symbole indiqué, lorsque vous allez passer ce symbole, donc à la fin de la manche, parce que vous passez un tour, enfin vous passez un round, il va falloir désactiver la source d'énergie active la plus forte, donc par exemple ici 1 et 2 sont activés, hop, je désactive celle-ci. L'intérêt, lorsque l'on active la génératrice de secours, en plus de pouvoir intervertir les jetons d'énergie, c'est que on va pouvoir basculer ce jeton sur la face énergie activée. L'intérêt de ça, c'est que lorsque vous passez des barres rouges, il ne se passe rien. Par contre, si vous passez une barre bleue, vous faites la même chose que lors des barres rouges, mais du coup, vous avez moins de chute de courant que ce que vous auriez pu avoir si vous ne l'avez pas fait. Voilà pour cette nouveauté-là. Maintenant, on va pouvoir parler également de l'évacuation via l'astromobile. Si vous êtes au niveau du sas de sortie, donc ici, c'est une salle qui est connectée au sas de sortie, vous allez pouvoir utiliser l'astromobile pour pouvoir aller au bunker à condition qu'il soit ouvert. Pour pouvoir ouvrir le bunker, il faut donc soit qu'il y ait un mort, soit qu'il y ait la séquence d'autodestruction qui soit lancée. La séquence d'autodestruction, elle est lancée par le système de refroidissement, donc c'est une salle spécifique. Lorsque vous lancez l'autodestruction, vous allez placer ce jeton-là, donc le jeton d'autodestruction, 3 cases après le round, le jeton de round. Donc par exemple, vous l'avez placé ici. Si jamais la séquence n'est pas annulée entre temps et que le jeton vient rejoindre ce jeton-là, hop, on reprend le jeton, on le place côté rouge, 3 rounds plus loin, et là, à partir de là, il ne restera plus que 3 rounds avant que la base explose, et c'est irrémédiable. Et donc à ce moment-là, le bunker est ouvert, et on peut s'échapper par l'astromobile. Voilà. Ensuite, donc on peut parler des différentes salles, donc il y a beaucoup d'effets, donc je ne vais pas revenir sur toutes les salles, mais pour vous donner des exemples, vous avez donc évidemment les 3 salles liées au système automatique de fret qui vous permettent de vous échapper à condition que le contour soit au-dessus de l'un de ces jetons. Vous avez le bloc opératoire qui permet de retirer les éventuelles contaminations que vous allez avoir, donc ces contaminations, lorsque vous allez subir des attaques notamment, vous allez choper des cartes contamination comme ça, mais vous ne savez pas si vous êtes infecté ou non. Pour le savoir, il va falloir lancer une procédure, donc soit par des actions que vous avez, soit par des effets de salle, qui vous permettra, lorsque vous passez dedans, de voir si vous êtes infecté ou non. Par exemple, ici il est indiqué infecté, donc cette carte est infectée, donc on a une larve à l'intérieur de notre corps. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les cartes infection, et ces cartes par contre si vous en avez à la fin de la partie risquent de vous faire perdre même si vous vous êtes échappé. Donc le bloc opératoire permet d'extraire tout ça. Vous avez le laboratoire qui va permettre d'analyser des corps, je vais y revenir juste après, qui permettra de découvrir des points faibles de rôdeurs nocturnes pour pouvoir les éviter ou les éliminer plus facilement. Vous avez les archives qui vont vous permettre de, entre autres, collecter des connaissances ou consulter des jetons contingence que vous n'avez pas consultés avant. Et vous avez pas mal de choses, donc le système de refroidissement pour lancer l'autodestruction, le laboratoire de test si vous avez assez de connaissances qui permettront d'obtenir un antidote, enfin bon, il y a beaucoup de choses.
il y a beaucoup de choses, et ça, bon, faut le découvrir lorsque l'on joue au jeu, et en gros, chaque salle va avoir un intérêt particulier. Vous avez même des salles comme la salle que je cherche qui permet de lancer le signal. Donc c'est un objectif qui est demandé dans... Enfin, c'est quelque chose qui est demandé dans certaines cartes objectifs. Donc lorsque vous lancez le signal, vous placez un petit jeton disant j'ai lancé le signal, et ça vous permet d'accomplir l'objectif si vous l'avez. Voilà, donc c'est un peu fouillé parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, je vais revenir donc sur la phase qui arrive après la phase des joueurs. Donc comme je vous le disais, après la phase des joueurs, il faut jouer la phase d'événement. Donc la phase d'événement, on va vérifier si votre jeton il est au-dessus d'un jeton SAF, est-ce que les nacelles se lancent. Donc on retourne le jeton de la nacelle SAF. Ensuite, on avance la piste temporelle d'un point, et donc on fait les chutes de courant s'il y en a, et voilà. On retire les marqueurs de bruit des salles où il y a une alimentation de courant et qui ne sont pas connectés à des joueurs. On va résoudre les attaques des intrus. Donc si, hop, on va prendre un intrus ici. Si on a un intrus avec nous, à ce moment-là, on va résoudre une attaque. Qu'est-ce qui se passe? On pioche une carte d'attaque. On vérifie s'il y a le symbole de notre intrus. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un adulte, il me semble. Donc on regarde, ok, j'ai le symbole de l'adulte. Qu'est-ce qu'il me dit? Je subis une blessure légère et une carte contamination. La nouveauté qu'il y a dans celui-ci, c'est que vous avez des effets supplémentaires si jamais vous êtes dans une salle où il n'y a pas de jus. Par exemple ici, vous subissez une blessure légère supplémentaire parce que vous êtes dans une salle dans le noir. C'est comme ça qu'on résout les attaques des intrus. Ensuite, les dégâts du feu. Donc si, là ça concerne que les ennemis, si un ennemi se trouve avec du feu, il va subir un dégât, donc on le notera sur la roue correspondante, et lorsqu'un ennemi subit des dégâts soit par le feu, soit par une attaque de notre part ou d'un autre joueur, on va piocher également, hop, une carte attaque de rôdeur, et on va regarder ici le nombre de dégâts. Donc si le marqueur égale ou dépasse cette valeur de dégâts, eh bien le rôdeur est éliminé et il est remplacé par une carcasse que l'on va pouvoir ramasser pour l'analyser au laboratoire. On va ensuite résoudre une carte événement, donc là on pioche ici et on résout simplement ce qui est marqué. En plus de l'événement, vous avez d'abord en haut des déplacements effectués en fonction du type d'ennemi. Donc là c'est les adultes par exemple, les adultes, les hybrides et la reine, vous allez pouvoir les déplacer dans les couloirs 1 et 3. Donc par exemple cet adulte là, il irait par exemple hop ici. Voilà. Voilà comment ça marche pour le déplacement des ennemis, et pardon, évidemment en dessous vous accomplissez donc ce qui est marqué, par exemple s'il plaçait un marqueur feu sur la génératrice et la génératrice de secours. Voilà, donc ça c'est des événements que vous allez devoir appliquer, et enfin on va résoudre le paquet, le sac intrus. Donc là le sac intrus, vous prenez le sac, vous piochez, et en fonction du jeton que vous allez piocher, donc là vous ne faites pas apparaître des ennemis, c'est vraiment un effet spécifique qui est répertorié sur les cartes d'aide. Vous allez piocher au hasard dedans, et en fonction du jeton que vous allez piocher, il va se passer quelque chose. Par exemple si c'est un jeton larve, vous sortez le jeton larve, et vous ajoutez un jeton adulte, c'est pour signifier qu'une larve a grandi et qu'elle est passée adulte, et vous le placez dans le sachet, et vous avez plus de chances de tomber sur des adultes lorsque vous générez des ennemis. Voilà pour la phase d'événement. Et donc je voulais revenir aussi, et ça va être l'une des dernières choses concernant ce côté-là, c'est le nouveau plateau, donc avec le plateau laboratoire avec les jetons connaissances. Donc ces jetons connaissances, ils sont liés directement au choix des personnages. Vous avez des jetons de couleur en fonction du personnage que vous avez choisi. Vous avez deux types de personnages dans ce jeu, dans le Lockdown. Vous avez des membres d'équipage, donc des membres d'équipage, qui sont les membres de... comment dire, qui sont les personnages en gros qui vivaient sur la station, qui travaillaient dans la station, et vous avez les survivants du Némésis qui sont eux des survivants du vaisseau. Les survivants du Némésis, ils en ont vu un peu plus, donc quand ils commencent la partie, ils sont à 3 de connaissances, alors que les membres d'équipage sont eux à 1. Quel est l'intérêt de la connaissance? Et bien tout simplement, pour pouvoir utiliser et profiter des points faibles donc, que vous allez analyser lorsque vous allez aller au laboratoire, et le premier que vous avez au début de la partie, il va falloir avoir un certain nombre de connaissances, 3, 5 et 8 respectivement pour les premiers, deuxième et troisième points faibles. Donc au début, si vous êtes à 1 et que le point faible est visible, et bien vous ne bénéficiez pas de son effet. Il va falloir augmenter les connaissances. Pour ça, on peut explorer le nid, on peut explorer les archives, et il y a d'autres effets qui vous permettent de gagner de la connaissance.
Et pour pouvoir donc découvrir les autres cartes points faibles, là ça fonctionne un tout petit peu différemment du premier Nemesis. C'est que dans le premier Nemesis, vous aviez un point faible qui concernait le fait d'analyser une carcasse d'intrus, un autre qui concernait le fait d'analyser un cadavre d'un humain, et le dernier qui était trouvable si vous analysiez un œuf. Ici, peu importe que vous analysez, vous allez pouvoir retourner les cartes et donc en profiter si jamais vous avez le bon nombre de connaissances nécessaires. Dernière chose à connaître sur la connaissance, c'est que vous allez pouvoir activer entre guillemets le jeton connaissance. Si vous le faites, ça vous permettra d'accomplir un objectif si vous l'avez, bien évidemment. Et donc les œufs du nid sont bien là, et si jamais il n'y a plus d'œufs dans le nid, c'est comme dans le premier Nemesis, et bien le nid est détruit, c'est pareil, c'est une des conditions nécessaires pour pouvoir remporter la partie. Et donc la dernière chose à savoir là-dessus, c'est que si lorsque vous avez terminé la partie, donc c'est pareil, c'est une nouveauté vis-à-vis de Nemesis Lockdown, lorsque vous avez terminé la partie, on va passer par plusieurs contrôles pour savoir si vous avez gagné ou non, en sachant qu'il peut y avoir plusieurs vainqueurs. Déjà, il va falloir voir si vous avez survécu à une éventuelle contamination. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? Eh bien, vous regardez dans votre deck toutes les cartes contamination que vous avez, vous vérifiez avec le scanner si elles sont infectées ou non. Si elles ne sont pas infectées, c'est terminé, on ne s'en occupe plus. Si par contre vous en avez une d'infectée, il va falloir reprendre toutes les cartes que vous aviez, les mélanger et piocher 4 cartes de ce mélange que vous avez fait. Et si vous piochez une carte contamination à ce moment-là, peu importe infectée ou non, vous avez perdu. Sinon, vous passez à la suite. La suite, quelle est-elle? C'est simplement de contrôler votre objectif, est-ce que votre objectif est bon réalisé ou non, dans ce cas-là, c'est gagné. Et ensuite, il va falloir vérifier, donc c'est la nouveauté, c'est ces jetons de contingence. Donc ici, en gros, c'est comment vont être traités les membres ceux qui étaient sur cette base, en fonction des indications de, en gros, la corporation. Donc, au début de la partie, vous avez des symboles, vous en avez pioché quelques-uns qui vous permettent de savoir ce qu'il n'y a pas au bout du plateau. Par exemple, ici, moi j'avais pioché des tuiles qui me disaient que la corporation comptait tuer tous ceux qui avaient 4 connaissances ou moins. Et ici, donc, ces jetons-là qui sont dans le pool neutre, vous allez pouvoir les consulter sur diverses actions de salle pour pouvoir par élimination déduire ce qui se trouve donc au bout de la piste et donc ce qui va être applicable à la fin de la partie. Donc là, par exemple, vous avez contrôlé vos objectifs, vous avez contrôlé, vous n'êtes pas mort dû à la contamination, vous retournez ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Tuez tous ceux qui n'ont pas envoyé le signal. Vous n'avez pas envoyé le signal, et bah perdu. Vous avez perdu, même si vous êtes échappé, même si vous avez accompli votre objectif, vous avez perdu. Et vous en avez plusieurs comme ça. Par exemple, vous avez celui-ci qui tuera tous les occupants des nacelles SAF. Donc si vous êtes échappé en nacelle SAF, et bah c'est perdu. Ici, tous les occupants de la chambre d'isolement. Donc là, c'est la même chose avec la chambre d'isolement. Et ici, sauver tout le monde. Donc dans ce cas-là, il ne se passe rien de plus. D'où l'intérêt, le fort intérêt de connaître au minimum ce qui se trouve donc dans le pool neutre pour pouvoir déterminer ce qui se trouve là-bas et éviter de perdre bêtement à la fin de la partie. Donc maintenant je vais vous parler du deuxième plateau, donc le plateau de la surface de Mars. Donc ici vous avez 3 secteurs, donc vous avez toujours pareil un secteur 1, un secteur 2, un secteur 3 qui sont eux des secteurs souterrains, et vous avez la surface de Mars donc qui se trouve ici. Donc je n'ai pas représenté avec toutes les tuiles parce que c'est exactement la même chose, à très peu de choses près c'est la même chose. La différence qu'il va falloir voir, c'est qu'il y a désormais des intersections qui sont en surface de Mars, donc vous allez pouvoir vous déplacer d'une salle ici à des intersections de cette manière-là. Lorsque vous lancez le dé de bruit, vous ne lancez plus le dé noir, vous lancez celui-ci. Donc ce dé de bruit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez 1, 2, 3, 4, comme d'habitude, vous avez du silence, etc. La subtilité, c'est que lorsque vous êtes dans des zones comme celle-ci, donc si vous êtes ici, par exemple, dans toutes les zones indiquées en orange, ou alors à l'extérieur, si vous faites par exemple un 1, ici, le bruit, il va se répercuter à l'extérieur, à cet endroit-là. Si vous êtes ici, donc dans cette salle-là, vous allez également le placer ici, et donc si vous générez un deuxième bruit, eh bien vous avez un ennemi qui apparaîtra. Donc ça, et ça marche par exemple quand vous déplacez sur les intersections, vous allez générer du bruit, et donc vous allez devoir les placer sur les endroits indiqués. Vous avez en plus un nouveau symbole qui est le symbole ici du deck de surface martienne. Donc dans ce cas-là, il va falloir piocher une carte surface martienne et accomplir quelque chose qui est quasiment toujours négatif. Donc là, vos blessures graves pensées sont de nouveau à découvert. Et par contre, si vous êtes là, c'est si vous êtes à l'extérieur, c'est ça. Oui, c'est si vous êtes dans une salle donc à l'extérieur, vous subissez une blessure légère supplémentaire, d'où le symbole du casque ici.
Voilà donc pour cette partie-là, sinon vous avez toujours la même gestion de l'alimentation, vous avez le système automatisé de fret qui est le même, le reste du fonctionnement reste globalement le même. Par contre, il est indiqué que ce plateau-là est plus difficile, il est plus difficile de survivre sur ce plateau-là que de survivre sur le précédent. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai apprécié et ce que j'ai un petit peu moins apprécié. Il faut savoir que déjà, la gestion du courant, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est facile à comprendre en soi et ça permet d'apporter une dimension supplémentaire à la survie. Par contre, ça rend le mode à solo ou à moins de joueurs un peu plus compliqué, puisqu'en réalité, quand vous n'êtes pas beaucoup, c'est difficile de remettre le courant en service assez régulièrement. Donc vous avez régulièrement des pannes de courant et en fin de compte, vous finissez par plus vraiment vous en occuper, puisque ça implique généralement de faire des allers-retours dans la station et clairement vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous avez vos objectifs à accomplir, vous avez de la survie, vous avez votre survie à assurer et parfois vous êtes évidemment confronté à des ennemis. Donc là, dans ce cas-là, le courant passera forcément après. Cette dimension donc à étage est assez appréciable, mais bon, ça apporte pas quelque chose de forcément vraiment nouveau, mais ça permet d'avoir un plan sur un plan différent, notamment l'utilisation de l'ascenseur qui permet d'accéder à un endroit à un autre de manière plus facile, alors que lorsque vous jouiez sur le Nemesis le premier, accéder du début à la fin du plateau, c'était assez compliqué, sauf si vous aviez les cartes promo qui permettaient de traverser par les conduits, mais si c'était pas le cas, il fallait vraiment s'armer de patience pour traverser tout le vaisseau et passer des moteurs au cockpit. La gestion du pion connaissance avec les points faibles, pour le coup, je trouve que c'est vraiment sympa parce que les points faibles, c'était pas simple à obtenir dans le premier Nemesis, alors après c'était voulu. Là, le fait d'avoir les points faibles visibles, mais de se dire que on n'y a pas forcément accès et qu'il va falloir jouer de nos connaissances pour pouvoir utiliser les points faibles, je trouve ça assez cool parce que si jamais quelqu'un se retrouve à découvrir un point faible au laboratoire, eh bien, il va pas forcément profiter à tout le monde, il va falloir quand même que les joueurs qui n'ont pas fait l'effort, entre guillemets, d'emmener ce corps au laboratoire, il va falloir quand même qu'ils acquièrent assez d'expérience, assez de connaissances, pardon, pour pouvoir atteindre un certain niveau et donc utiliser ces points faibles. Également, les actions d'ordinateur sont assez intéressantes parce que ça permet pareil d'ajouter une panoplie d'actions supplémentaires qui en plus se renouvellent au fur et à mesure qu'on les utilise. Donc ça c'est sympa également, et les nouveaux systèmes d'évacuation sont pas mal. Le fait d'utiliser la nacelle automatisée à certains rangs précis apporte forcément une tension supplémentaire, puisque si on n'a pas pu consulter le jeton, eh bien on rentre dans la nacelle à nos risques et périls, puisque sinon on va subir des blessures importantes si jamais la nacelle ne part pas. Et ça, je trouve ça aussi assez cool, c'est une manière de reprendre la nacelle que vous aviez dans le premier Nemesis, mais d'améliorer le système, de le rendre un peu plus hasardeux, tout en sachant que vous pouvez perdre du temps, entre guillemets, pour pouvoir consulter ces jetons si vous allez dans la bonne salle. Donc il y a quand même toujours une dimension qui vous permet de rattraper un petit peu ce hasard pour pouvoir consulter ces fameux jetons et éviter de vous retrouver le bec dans l'eau à ne pas pouvoir décoller. Voilà, pareil, l'utilisation de l'astromobile, c'est assez sympathique. Bon, le fait que ce soit un véhicule, c'est assez anecdotique, hein, c'est juste de savoir qu'il a un endroit qui permet de vous emmener à un point A, à un point B. Donc il va falloir gérer cet aspect-là, il va falloir ramener l'astromobile si vous voulez traverser pour aller jusqu'au bunker. Donc c'est pareil, en fait, comme vous avez plusieurs manières de vous échapper en soi, si vous êtes coincé sur une, vous pouvez vous rabattre sur l'autre. Et ça implique juste des déplacements différents puisque vous n'accédez pas à tous ces moyens d'échapper par le même endroit. Donc voilà. Hormis ça, donc par rapport aux jetons contingence aussi, c'est assez cool d'avoir un effet supplémentaire, mais ça demande beaucoup, en fait, toutes ces choses supplémentaires demandent beaucoup de préparation, demandent beaucoup de recherche en fait sur les différentes tuiles, les différentes salles du plateau, pour accomplir certaines actions, pour pouvoir retourner les bons jetons, pour pouvoir déterminer est-ce que vous allez gagner ou pas, parce que clairement le jeton contingence, si vous ne savez pas du tout ce qui se trouve là-bas, ça peut être vraiment risqué de partir et de finalement le perdre à la toute dernière minute parce que vous n'avez pas consulté les autres jetons, que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous avez pris une nacelle SAF alors qu'en fin de compte tous ceux qui sont dans la nacelle SAF meurent. Voilà, donc ça c'est pareil, mais vous savez que dans Nemesis vous ne pouvez pas tout faire, vous n'avez pas le temps de tout faire, donc il y a forcément une part de prise de risque qui est importante vis-à-vis de ça.
Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur ce Nemesis Lockdown. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cette boîte. Donc j'ai beaucoup joué au premier Nemesis, j'ai joué donc évidemment un peu à celui-ci, il est arrivé il y a très peu de temps, mais j'ai vraiment beaucoup joué au Nemesis, donc la comparaison je peux facilement la faire. N'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire si vous avez des commentaires vis-à-vis de cette vidéo, des questions vis-à-vis des règles, etc. Et bien évidemment, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne Jeux en carton, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.